Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle lecture. Si vous n'avez pas pris connaissance des chapitres précédents, n'hésitez pas à aller dans la description et de prendre lecture de tous les épisodes depuis le départ. N'hésitez pas également à me suivre pour les prochaines lectures, mais également à consulter mes autres vidéos sur différents thèmes autour de l'autonomie. Et je vous souhaite donc une bonne lecture. Le gouvernement parlementaire. Freedom, Londres, numéro 5, février 1887. Un des plus néfastes préjugés qu'il nous faut abandonner afin d'initier la nouvelle vie du socialisme est la croyance dans le gouvernement parlementaire. Dans ce pays, le Parlement a rendu tant de services dans la lutte contre l'autorité de la Cour et la nation tant pris l'habitude d'assimiler au Parlement les réminiscences de la lutte pour les libertés qu'il demeure, même chez les socialistes, une croyance vague dans le Parlement. L'illusion qu'il pourrait, dans le futur, devenir un instrument pour débarrasser la nation de la domination du capital. Il ne s'agit pas de dire qu'une telle croyance est toujours exprimée consciemment. Au cours des 20 dernières années, beaucoup de choses ont contribué au contraire à affaiblir jusqu'à un certain point l'ancienne confiance envers le Parlement. L'ouvrier intelligent se demande déjà si le Parlement, qui a été un si puissant instrument pour substituer au règne de l'aristocratie celui de la bourgeoisie, pourrait être utilisé comme un outil pour démanteler la domination de cette même classe bourgeoise. Cependant, de nombreux socialistes attentifs surtout à l'aspect économique de la question sociale négligent ces aspects politiques. Ils ne se demandent pas si de nouvelles formes d'organisation sociale ne devraient pas être introduites afin de prendre un nouveau départ dans le domaine économique. Et c'est pourquoi ils continuent d'agir comme s'ils étaient persuadés que le gouvernement parlementaire constitue réellement le genre d'organisation politique au moyen de laquelle une société libérée du joug du capital entreprendra ce nouveau commencement. En réalité, qu'ont défendu nos amis social-démocrates, dans ce pays comme sur le continent, au-delà du gouvernement parlementaire, en prenant le recours occasionnel au référendum, c'est-à-dire un vote populaire par oui ou non, déjà pratiqué en Suisse depuis de si nombreuses années. Quel but assigne-t-il à nos efforts au-delà du gouvernement parlementaire d'une république démocratique, autrement dit, le type même de constitution politique qui a favorisé le développement de la domination capitaliste aux États-Unis et en Suisse, et qui s'adapte si admirablement à l'exploitation capitaliste, aux guerres capitalistes, ainsi qu'à l'oppression du capital en France. Ils soutiennent, bien entendu, que dans une société où il ne se trouvera plus de propriétaires individuels de la terre et du capital, le gouvernement parlementaire ne sera plus une entrave. Il ne contraindra pas le libre développement d'une libre société de travailleurs, sans capitalistes ou intermédiaires, mais pendant ce temps, la vie prend une autre direction où elle élabore déjà de nouvelles formes d'organisation politique qui seront tout aussi différentes du gouvernement parlementaire que le gouvernement parlementaire l'est de la monarchie absolue. On peut remarquer en parcourant l'histoire qu'une nouvelle forme d'organisation politique a correspondu à chaque nouvelle forme d'organisation économique. Lorsque le paysan était réduit à une servitude économique, sinon personnelle, lorsque l'ouvrier de la ville était un élément négligeable, lorsque la classe la plus riche et la plus puissante était l'aristocratie foncière, à ce moment-là, la monarchie absolue était la forme correspondante au gouvernement. Mais dès que l'échange et le commerce commencèrent à enrichir les membres de la bourgeoisie, ils refusèrent d'être dirigés par quelques courtisans issus de l'aristocratie. Ils se révoltèrent au milieu du XVIIe siècle et au milieu du XIXe siècle de ce pays. Entre 1789 et 1793 en France, en 1848 en Allemagne. Et profitant astucieusement du soutien que leur apportaient les paysans et les ouvriers, ils réduisirent le monarque et ses courtisans à l'obéissance et leur substituèrent l'autorité du Parlement. Plus encore, le Parlement fut l'instrument par lequel il parvint à accomplir la Révolution et à rendre ses effets durables. D'ailleurs, si nous revenons vers une période antérieure, nous constatons que les cités, lorsqu'elles s'affranchirent au XVIe et XVIIe siècle de l'autorité de leurs seigneurs religieux et profanes et de la couronne, initièrent également une nouvelle forme de gouvernement fondée sur l'indépendance de la ville et l'organisation des guildes. Ces guildes ne ressemblaient pas aux syndicats d'aujourd'hui. Il s'agissait de corporations indépendantes disposant de leurs propres lois, de leur propre forme d'administration de la justice, de leurs propres dispositions en matière de défense, etc. Bref, elles étaient des organisations politiques aussi bien que des organisations commerçantes,
les cités conquirent leur dépendance et la maintinrent en établissant un nouveau type d'organisation politique. Une nouvelle phase de la vie économique conduisit à une nouvelle phase de la vie politique. Sans cette dernière, la première n'aurait pas été possible. De nouveau, si nous remontons encore plus en arrière, nous voyons, après la chute de l'Empire romain, la possession commune du sol allait de pair avec une organisation de clans, le rassemblement de tous les villageois pour discuter des affaires du village et des fédérations des villages et des clans afin de discuter des questions communes à tous. En bref, nous constatons au fil de l'histoire que chaque changement dans les relations économiques de la communauté s'accompagne d'un changement correspondant dans ce que l'on pourrait appeler l'organisation politique. Ces deux dimensions sont si étroitement liées qu'il est impossible de les séparer. Le citoyen affranchi, débutant une nouvelle vie sur une nouvelle base, proclame la commune libre, tout comme la bourgeoisie, dans de circonstances semblables, convoque le Parlement. La cité libre dans un cas, le Parlement dans l'autre, sont des instruments permettant d'accomplir la révolution. Ils rendent pérennes ses résultats et ouvrent un champ pour son développement futur. C'est ainsi qu'il en ira également pour le socialisme. S'il envisage un nouveau départ sur le plan économique, il doit se préparer à un nouveau départ pour ce que l'on désigne sous le terme d'organisation politique. Il est impossible que ce nouveau commencement passe par le gouvernement parlementaire de l'époque passée. De nombreux symptômes indiquent qu'il existe déjà en Europe une forte tendance dans les esprits vers l'élaboration de cette nouvelle forme de socialisme d'organisation politique. La croyance dans le gouvernement parlementaire n'est nulle part aussi forte que dans ce pays, mais même si cette foi ancienne a récemment reçu de nombreux coups durs. Ceux qui savent en quoi consiste le gouvernement parlementaire s'accordent sur le fait qu'un nouveau commencement est nécessaire. Les choses ne peuvent plus continuer comme par le passé. Telle est l'opinion qui prend forme. En réalité, dès que fut reconnue la nécessité de l'autonomie pour l'Irlande, l'idée de la nécessaire autonomie de l'Écosse, du pays de Galles et de Londres se répandit rapidement. Mais ce mouvement reste un préliminaire. Il date tout juste d'hier. Laissons-le se développer et la nécessité de quelque chose de moins parlementaire qu'une assemblée écossaise ou galloise ou cockney sera bientôt reconnue. Sur le continent, le mouvement anti-parlementaire est encore plus prononcé. En France, parmi ceux qui raisonnent au lieu de s'accrocher simplement à ce qui existe, vous trouverez difficilement un individu sur 1000 qui croit encore au Parlement national de la République. Quant aux ouvriers, s'ils nourrissent quelques attentes à l'égard du futur, elles proviennent de la commune autonome fédérée avec d'autres communes autonomes, et non pas d'un Parlement ou d'une Assemblée nationale. Qui plus est, depuis l'échec de la Commune de Paris, l'idée communaliste est devenue l'idée de la France moderne. En Espagne, le seul parti politique un peu conséquent à côté de l'Association internationale des travailleurs, laquelle est anarchiste et non pas politique, est le parti cantonaliste de Pi Margall, parti de l'autonomie communale et cantonale. Il s'agit du seul parti en dehors de l'internationale anarchiste dont les républicains eux-mêmes considèrent qu'il mérite d'être évoqué. En Italie, dès que la monarchie aura été renversée et que le gouvernement central serait réduit à l'impuissance, et cela se produira sous peu, chaque province, chaque portion ethnographique d'une province, chaque ville, se lanceront dans leur propre voie d'indépendance. Chacun essaiera de trouver par ses propres efforts une solution à la question sociale. En Suisse, où chaque petite république, entre guillemets, entre parenthèses un canton, dispose de l'autonomie, où existent des institutions intégralement démocratiques, et en outre, où on a recours au référendum. On débat en ce moment de la transformation de l'organisation politique, et la question est sérieusement débattue, parmi les démocrates de Lausanne, de savoir s'il ne serait pas mieux, même dans de grandes villes, de revenir au forum. On déclare que toutes les institutions qui ont inspiré un si grand enthousiasme en 1848 sont des échecs. Seule l'Allemagne paraît faire exception à la règle. Les radicaux et les socialistes semblent y voir encore leur idéal dans le jacobinisme de Robespierre, c'est-à-dire une république fortement centralisée. Mais cette tournure d'esprit s'explique aisément par la phase historique que l'Allemagne traverse actuellement. Néanmoins, la première secousse l'ébranla jusqu'en ses fondations. La prochaine révolution fera certainement quelque chose dans le but de détruire le règne du capital, mais cela ne sera pas accompli sous les prescriptions du Parlement allemand.
Cela sera l'œuvre de centres isolés où la vie et la pensée socialiste se développent rapidement. Nous sommes intimement persuadés que s'il y a quelque chose à faire pour le socialisme dans ce pays, cela s'accompagnera de la même manière. Cela se fera en dehors du Parlement, par la libre initiative des travailleurs britanniques qui prendront possession par eux-mêmes du capital, de la terre, des bâtiments et des instruments de travail, et se ligueront ensuite pour commencer une existence dans la voie nouvelle de l'indépendance locale. Le gouvernement parlementaire est le gouvernement du capital. Il a fait son temps. Aucun parlement, aussi bruyant soit-il, ne favorisera l'accomplissement de la révolution sociale. Et ce n'est pas vers un gouvernement parlementaire que se tourneront les travailleurs révoltés en vue de la réorganisation économique et politique du peuple. Je vous remercie de votre écoute pour cette 5e lecture. Je conclurai sur la base que l'auteur fait le rapprochement finalement entre la possession et le politique. Tout simplement quand on voit effectivement l'exemple qui est donné par rapport au basculement du système monarchique à la Révolution, où dans le système monarchique, ce sont les seigneurs qui possédaient les terres qui avaient le pouvoir, qui décidaient. Puis par la suite, les bourgeois qui ont acquis la possession des usines, de la fabrication, des instruments qui permettaient de produire, se sont révoltés en s'aliénant les paysans et les ouvriers dans cette révolution pour au final, dans le cadre de la Constitution, arriver au système parlementaire où ce sont les possédants qui ont fait le choix effectivement de l'évolution politique et notamment du droit de propriété. Donc quelque part, la propriété fait le pouvoir politique. Et aujourd'hui, ce qui est amené, c'est que cette situation ne peut plus évoluer et on peut faire là aussi un nouveau rapprochement par rapport au système politique actuel où une bonne partie des politiques élus. Alors là se pose la question effectivement de la capacité de réflexion des électeurs quant au choix de leur politique, de leurs représentants. Quoi qu'il serait mieux qu'il soit permis au peuple de pouvoir décider régulièrement par lui-même et pour lui-même des lois. Donc ces politiques qui ne sont ni plus ni moins que des possédants qui vont défendre à travers leur solution le capital, puisque la guerre qui est faite aujourd'hui n'est pas une guerre qui est faite aux fraudes fiscales, ce qu'on appelle gentiment ceux qui vont s'installer dans les paradis fiscaux, et puis au contraire celle qui est faite à travers les personnes qui n'ont pas d'emploi, avec la réduction des aides au chômage, alors que ce sont des cotisations qui sont faites, cotisations qui par contre sur la part de l'employeur, de nombreux cadeaux sont faits de manière à réduire la part qu'il devrait régler. Et puis de l'autre côté également les retraites où finalement ce seront les personnes les moins aisées, celles qui auront le plus de difficultés à pouvoir avoir leurs 43 annuités, puisque c'est le seul moyen pour obtenir une retraite pleine de 1 200 €, hors CSG déduite bien entendu, alors même que passé 55 ans, un certain nombre de personnes, très nombreuses, se retrouvent sans emploi, donc n'auront jamais les 43 annuités nécessaires pour un droit à retraite complet. Donc voilà, la question se pose effectivement dans quelle mesure les peuples peuvent disposer et décider pour eux-mêmes, là où le capital effectivement prend la main. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous à demain pour la prochaine lecture.